Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Hey, you know what? Suite, avant-dernière étape, d'une promenade dans l'éthique de Spinoza dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après avoir parlé de Dieu, c'est-à-dire de la nature, de l'esprit, c'est-à-dire du corps, des passions, c'est-à-dire de la géométrie, nous allons maintenant vous parler de servitude, c'est-à-dire de l'illusion d'être libre. Et c'est en compagnie d'Igor Kortolitsa que nous allons évoquer la quatrième partie de l'éthique. Donc, Igor Kortolitsa, qui est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, membre du groupe de recherche matérialiste et doctorant actuellement, qui consacre un doctorat à la philosophie politique de Gilles Deleuze. L'impuissance humaine à maîtriser et à contrarier les affects, je l'appelle servitude. En effet, l'homme soumis aux affects est sous l'autorité non de lui-même, mais de la fortune, au pouvoir de laquelle il se trouve à ce point qu'il est souvent forcé, quoiqu'il voie le meilleur pour lui-même, de faire pourtant le pire. C'est là cause de cette chose et en outre ce qu'ont de bien ou de mal les affects que je me suis proposé de démontrer dans cette partie. Mais j'aimerais, avant de commencer, dire en guise de préface quelques mots sur la perfection et l'imperfection et sur le bien et le mal. Bonjour Igor Kortolitsa. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. On va parcourir ensemble la quatrième partie de l'éthique, c'est-à-dire essayer de répondre à la question de savoir, question redoutable de savoir comment il se fait qu'en voyant le meilleur, on continue de faire le pire. Question d'ailleurs qui était déjà en cause et en jeu hier avec Philippe Danino quand on a parlé de la troisième partie de l'éthique consacrée aux affects. Il faudra distinguer ces affects de la servitude proprement dite et la valeur ajoutée de la quatrième partie. Mais avant cela, suivons ensemble le chemin qui est celui de Spinoza et ce retour étrange qu'il fait à la question du bien et du mal, à des problèmes qu'il pose, et d'ailleurs il y fait lui-même référence, dans l'appendice de la première partie de l'éthique, c'est-à-dire sur ce moment où les hommes prenant le désir ou la réalité pour leur désir et non pas leur désir pour la réalité, il ferait mieux de procéder ainsi. Donc les hommes prenant la réalité pour leur désir prennent ce qui est bon et mauvais pour eux, pour le bien et pour le mal, et inventent par exemple la notion d'imperfection ou d'inachèvement. D'abord, pourquoi est-ce que Spinoza éprouve au début de cette quatrième partie le besoin d'en revenir à cette question de la perfection, synonyme de réalité, de l'inachèvement, de l'illusion d'une causalité finale à l'œuvre dans le monde, bref, autant de préjugés qu'il semble avoir déconstruits dès la première partie. Pourquoi est-ce qu'il revient à cela ici ? Effectivement, comme vous avez dit, je crois que il est assez paradoxal que Spinoza revienne quelques pages plus loin dans la quatrième partie sur la question de l'imperfection et surtout à partir de la question du bien et du mal, dont il a montré donc dans l'appendice de la première partie le caractère illusoire. Et ce qui est, je crois, l'objectif de Spinoza d'emblée, donc dès le début de la quatrième partie, c'est de penser un nouvel usage possible des catégories de bien et de mal, non plus un usage, disons, en soi, puisqu'il n'y a ni bien en soi ni mal en soi, mais un usage relatif, et ce qui est bien pour moi, ce qui est mal pour moi, ce qu'il appellera aussi l'utile, l'utile propre, et de penser ces biens et mal relatifs en fonction d'une éthique, et donc d'un passage progressif à la liberté.
Alors, il le fait, et en même temps, il en revient à l'idée de causalité finale. C'est ici qu'il prend l'exemple de l'architecte et de l'ouvrier, en somme. L'architecte d'une maison, c'est la causalité finale de la maison, et l'ouvrier, c'est sa causalité efficiente. Il en revient à cette distinction entre une causalité finale, euh, cette façon qu'on a d'interpréter le monde comme ayant une intention, qui nous conduit à la conception d'un Dieu providentiel, illusion des illusions s'il en est, cette façon qu'on a donc d'envisager le monde sur le modèle trop humain d'une providence, et il prend donc cette métaphore de la maison pour revenir sur cette différence. Pourquoi, là encore, déconstruire de nouveau l'idée d'une causalité finale? Eh bien, je crois que l'exemple de la maison n'est pas innocent puisque c'est celui par excellence de l'art au sens de l'artisanat tel qu'il est utilisé dans la philosophie antique par exemple. Et Spinoza critique l'extrapolation de ce modèle et son application au monde entier, à la nature tout entière, et la manière dont on cherche à le faire intervenir dans une éthique. Il va s'agir, en critiquant ce modèle et l'idée de cause finale ou d'une prédestination, comme vous l'avez dit, de refuser de placer l'éthique sur un plan qui est celui d'une éthique des devoirs et donc d'une loi ou d'un devoir préexistant auquel il s'agirait d'être adéquat, et réintégrer, si je puis dire, le passage de la servitude à la liberté sur un plan purement immanent qui est celui de l'ordre commun de la nature. C'est-à-dire, en somme, rien n'est plus facile pour un homme que de se donner des contraintes. On se donne un bien et un mal absolu et on essaie de s'y conformer. C'est très commode, c'est très confortable. Il est beaucoup plus difficile, en revanche, Lévinas parlera de liberté difficile, à ce titre, peut-être aussi. Il est beaucoup plus difficile, en revanche, d'assumer sa liberté, c'est-à-dire également l'absence de ces valeurs tutélaires qui viendraient régenter nos comportements et de retrouver en nous-mêmes la puissance à la fois de se conduire peut-être avec dignité en ce monde, et également, en somme, la puissance d'agir hors de tout principe, hors de toute valeur absolue. Tout à fait. Je crois qu'il est évident que pour Spinoza, disons qu'il va s'agir d'éviter deux écueils. D'une part, cette idée qu'il y aurait un bien et un mal en soi, un bien et un mal absolu. Et donc, un écueil qui est une sorte de morale théologique, vous voyez, qui supposerait des valeurs transcendantes. Et l'écueil inverse qui serait un certain relativisme, vous voyez, qui supposerait qu'à partir du moment où nous n'avons plus de valeur en soi, il n'y a plus de valeur transcendante, eh bien alors tout est permis. Or, toute la difficulté du cheminement qui sera celui de Spinoza dans la 4e partie de l'éthique sera d'éviter ces deux écueils et de naviguer entre eux. On a reproché à Spinoza de rester théologien d'une certaine façon. C'est un des reproches les plus subtils qu'on peut lui faire d'ailleurs, de rester théologien en voulant retrouver les valeurs théologiques, mais hors de la fondation absolue que leur donnait leur caractère théologique. Est-ce que celui qui reste théologien, ça n'est pas davantage Raskolnikov qui considère qu'en l'absence de Dieu, tout est permis ? En quelque sorte, oui. Et il est intéressant de remarquer que Spinoza a souvent l'habitude de procéder ainsi, à savoir de détourner de manière quelque peu perverse, et c'est pas la moindre de ses qualités, de détourner l'usage commun, et en l'occurrence théologique, des catégories de la morale, dans un sens qui est le sien, c'est-à-dire très différent de celui de la morale et de la théologie qu'elle implique, mais qui, de par ce détournement, est capable justement d'opérer ce glissement à l'intérieur de la pensée et de produire cet effet de conviction qu'il recherche. Voilà, produire un effet de conviction. On y vient. On vient à l'objet de cette 4e partie, donc, qui est de décrire la servitude et par là même, d'ailleurs, de donner les moyens de penser ce qui fera l'objet de la 5e et ultime partie de l'éthique, c'est-à-dire l'accession à la liberté. Cette 4e partie, donc, décrit les mécanismes de la servitude, le fait d'être soumis à ses affects, le fait aussi qu'en essayant de contrarier ces affects, on s'y soumet d'autant plus, et donc tout le paradoxe qu'il y aura à s'affranchir de ce à quoi on est d'autant plus soumis qu'on veut lutter contre eux. On va parler de ça, mais avant cela, quelle est la différence entre la 3e partie, c'est-à-dire cette géométrie des affects, et
la quatrième partie qui est la description de la servitude. Y a-t-il une valeur ajoutée à la quatrième partie par rapport à la troisième partie, c'est-à-dire par rapport à ce panorama géométrique de nos affects? Eh bien, tout à fait. Et la différence, elle est radicale, puisque, comme vous l'avez dit, dans la troisième partie, il s'agit d'une géométrie. Spinoza traite des affects comme de lignes, de plans et de solides. Tandis que dans la quatrième partie, il ne s'agit plus de géométrie, mais en quelque sorte, il pourrait s'agir d'une certaine dynamique des affects. Et c'est pourquoi le sous-titre de la quatrième partie, de la servitude humaine, s'intitule, autrement dit, des forces des affects. Voilà la différence principale de la quatrième partie par rapport à la troisième, mais par rapport à l'ensemble de ce qui précède, à savoir envisager les affects comme des forces, et de ce point de vue-là, l'ensemble de l'âme ou de l'esprit comme un champ de force dans lequel les affects luttent. Voilà, dans lesquels les affects luttent et au sein desquels il s'agit de faire triompher. Alors, peut-être l'affect qui nous serait le plus profitable. Est-ce que de ce point de vue, Spinoza ne reconduit pas le modèle d'une guerre civile? Est-ce qu'en somme, il ne remplace pas une guerre civile par une autre? Est-ce que il ne sort pas de cette opposition platonico-cartésienne, traditionnelle en somme, entre la raison et les passions, où il s'agirait par la raison de mettre des barreaux autour des passions pour les contrôler, les maîtriser, les enchaîner? Est-ce qu'il ne sort pas de ce schéma-là pour verser dans un autre schéma qui serait celui d'un combat entre les affects et de la nécessité pour l'homme de choisir l'affect qui lui serait le plus profitable? Oui, alors à cet égard, il est important de faire quelques remarques pour bien situer l'originalité de Spinoza par rapport à la tradition cartésienne, mais peut-être à l'ensemble de la tradition philosophique qui le précède, à savoir que en envisageant l'âme comme un champ de force, il ne s'agit pas seulement de dire que les affects ont des forces, mais d'abord et avant tout de prendre acte de ce qu'il avait développé dans la deuxième partie, à savoir de l'identité entre l'entendement et la volonté. À savoir qu'une idée n'est pas elle-même sans force, et donc qu'elle enveloppe le jugement qui est porté sur elle. Elle est affirmation. Elle est affirmation, exactement. Et on voit bien la conséquence théorique et pratique fondamentale qui découle de cette thèse, à savoir que dans la mesure où l'idée n'est pas une représentation statique, à savoir, comme il dit, une peinture muette sur un tableau, mais possède en elle-même une force affirmative, eh bien, cette thèse a pour conséquence qu'il n'y a pas, dans la mesure où entendement et volonté, où idée et volition sont rabattues et identifiées l'une et l'autre, il n'y a pas dans l'âme d'instance qui pourrait arbitrer cette lutte ou cette guerre civile entre affects. Mais il n'y a pas d'instance qui est capable de soustraire à ce champ de force. Mais il n'y a pas d'instance, mais il y a pourtant une méthode, un chemin. Il s'agit pourtant de parvenir par la compréhension ou par la connaissance, précisément, c'est lui qui le dit, à la maîtrise des affects. Comment s'effectue, comment s'opère cette maîtrise? En somme, qu'est-ce qui distingue la maîtrise des affects de l'imposition d'une force ou d'une coercition sur ces affects? Ah oui, alors ça c'est effectivement tout l'enjeu de l'éthique finalement. C'est pour ça que je vous pose la question, oui. Et la réponse va venir très progressivement. Et d'ailleurs, la quatrième partie de l'éthique elle-même n'aura pas encore fourni l'ensemble des remèdes aux affects, puisque ce sera l'objet de la cinquième. Mais on peut dire déjà qu'une chose est sûre, la maîtrise des affects, cette prise de contrôle de la raison sur les passions, devra se faire de l'intérieur même de cette lutte. C'est pourquoi elle se fera de manière progressive. Et de ce point de vue-là, il faudra essayer de comprendre comment quelque chose comme la raison est capable de s'arracher, sans pourtant n'être jamais extérieur à ce champ de force, de s'arracher à la force des passions. Est-ce que la raison n'est pas elle-même une passion? Eh bien justement, et c'est là tout l'intérêt, c'est que les idées vraies, les idées adéquates, c'est-à-dire les idées de la raison, sont elles-mêmes pourvues d'une certaine force. Et tout l'enjeu de la quatrième ainsi que de la cinquième partie seront de dégager cette force propre aux idées adéquates et de montrer en quel sens elles sont capables de l'emporter sur les idées inadéquates qui sont les idées qui provoquent notre servitude. L'une des voies d'accès à cette maîtrise, c'est paradoxalement, on l'a vu déjà en parlant de la deuxième et de la troisième partie avec Julien Henry et Philippe Danino, l'un des paradoxes de ce cheminement spinoziste, c'est que il s'agit évidemment de triompher de l'imagination, des idées inadéquates, du premier genre de connaissances, enfin de surmonter tout cela, mais
pour le surmonter, il faut commencer par l'accepter et accepter d'en faire un point de départ. Mais à ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue, et c'est en quelque sorte peut-être tout l'enjeu spécifique de la quatrième partie. Il s'agit de ne pas perdre de vue que l'homme ne se situe à l'origine ni dans une pure passivité, c'est-à-dire n'est jamais purement asservi aux passions, de même il ne naît pas libre. Et ça, c'est une ancienne spinoziste et quelque chose qui revient très souvent, même dans le traité théologico-politique, à savoir que l'homme ne naît pas libre, mais ce qui ne signifie pas qu'il naît complètement asservi aux passions. Et de ce point de vue-là, s'il y a bien une spécificité à cette quatrième partie, c'est qu'envisageant la force des affects, Spinoza montre bien que l'ensemble de la vie humaine se déroule dans cette variation entre deux pôles extrêmes, la servitude d'un côté, la liberté de l'autre, et qu'on n'est ni jamais passif, ni jamais complètement actif. Vous parlez de servitude et de liberté. Est-ce qu'on peut employer de façon synonyme tristesse et joie ? Non. Non, puisque il y a des joies qui sont passives et qui, en ce sens, si elles augmentent notre puissance d'agir, ne sont pas pour autant synonymes de liberté. Attendez, une joie passive peut augmenter notre puissance d'agir ? Elle l'augmente, mais de la même manière qu'une tristesse est toujours une diminution de la puissance d'agir, mais dans la mesure où elle est passive, nous n'en concevons pas une idée adéquate, et c'est pour ça qu'elle est appelée passive, mais cette augmentation de la puissance d'agir est justement la raison pour laquelle la raison est capable de prendre le pas sur l'ensemble des affects passifs, puisque notre puissance d'agir étant augmentée, elle est capable de prendre justement le contrôle sur les passions qui nous affectent du dehors. Dans la proposition 18 de la quatrième partie, il dit « Un désir qui naît de la joie est, toute chose égale par ailleurs, plus fort qu'un désir qui naît de la tristesse. » En vertu de quoi un désir naissant de la joie est plus fort qu'un désir naissant de la tristesse ? En vertu de quoi, finalement, un désir qui est de l'ordre de l'affirmation serait plus fort qu'un désir ou que se comprendrait pour un désir et qui serait en somme uniquement l'expression d'un manque ? On aurait plutôt tendance à penser le contraire, d'une certaine façon. On aurait plutôt tendance à penser que ce qui est irrésistible ou irrépressible, c'est un désir surgi d'un manque. À la façon dont un homme assoiffé peut se représenter un verre d'eau comme l'unique chose désirable en ce monde et ce désir l'emporter sur tout. Effectivement, si à première vue on pourrait croire qu'un désir né de la tristesse pourrait être plus fort, on méconnaît du même coup qu'un désir né de la tristesse provoque un tiraillement ou un flottement de l'âme, et donc une certaine aliénation qui se définit simplement, à savoir par une contrariété entre l'affect qui diminue ma puissance d'agir et le désir de persévérer dans mon être qui est le mien. Et il suffit d'opérer la soustraction pour apercevoir que entre deux affects qui se soustraient l'un l'autre et deux affects qui s'additionnent, qui sont le cas d'un désir qui naît de la joie, le désir qui naît de la joie est forcément plus fort que celui qui naît d'une tristesse. Je suis amoureux d'une cigarette toute la sainte journée. Elle me colle au bec. Elle aussi, si te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet de gris. Que je m'en grille une aussitôt à la place de ce satané vieux mégot. Oh, oh. Je suis amoureux. Igor Kortolitsa est notre invité aujourd'hui pour cette avant-dernière étape du chemin de la connaissance qui nous fait parcourir l'éthique de Spinoza. Nous parlons aujourd'hui donc de la quatrième partie de l'éthique qui s'occupe de la servitude humaine. On vient d'entendre quelques mesures d'une très belle chanson de Jacques Higelin qui dit « Je suis amoureux d'une cigarette », un amour irrépressible, un désir pourtant qui lui vient du manque. C'est parce qu'il est blindé à la nicotine qu'il est amoureux de la cigarette.
Et pourtant, il en parle comme d'un amour. Est-ce spinoziste, cela, Igor Kortolitsa? Eh bien oui, puisque l'amour se définit par la joie accompagnée d'une cause extérieure, la cigarette étant une cause extérieure. On peut parler d'amour de la cigarette. Mais en même temps, le manque qui est le sien. Et on va rester un instant sur l'exemple du fumeur qui est encore, malgré tout, on en a déjà parlé hier et avant-hier, mais enfin, l'exemple du fumeur qui est quand même une objection très forte à la possibilité, précisément dans un schéma cartésien, pour la raison de domestiquer les passions, de dompter les passions. Comment se fait-il qu'un fumeur qui sache à quel point il est mauvais de fumer, qui a l'idée adéquate des mauvais effets de la cigarette sur son organisme, puisse quand même fumer? Eh bien, vous avez tout à fait raison de poser la question, et la question est d'autant plus importante que c'est là-dessus que Spinoza ouvre la 4e partie de l'éthique, puisque la première proposition énonce « Rien de ce qu'a de positif, une idée fausse, n'est supprimé par la présence du vrai, en tant que vrai. » Ce qui renvoie d'ailleurs au premier genre de connaissance quand il explique « J'ai beau savoir que le soleil n'est pas une boule ronde au-dessus de la terre et qu'elle n'est pas à 200 pieds de moi, j'ai beau le savoir, je n'en continuerai pas moins à le voir comme ça. » Et c'est précisément pour la raison pour laquelle il reprend cet exemple dans le scoli de cette proposition. Alors effectivement, l'importance de cette proposition tient véritablement à la fin de la phrase, à savoir la présence du vrai en tant que vrai. À savoir, que manque-t-il à une idée vraie en tant qu'elle est vraie pour s'imposer par rapport à une idée fausse, une idée adéquate, c'est-à-dire à celle de l'imagination? Eh bien tout simplement, c'est que comme nous l'avons dit, l'âme est un champ de force parce que les idées sont affirmatives et enveloppent en elles-mêmes des volitions. Des volontés. Des volontés. Enfin, ou je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. Des volontés singulières. Ouais. Et c'est précisément parce qu'une idée vraie n'a pas nécessairement une force suffisante pour contrarier une idée inadéquate qu'elle ne s'impose pas du fait même qu'elle est vraie. Mais par exemple, revenons-en à l'exemple du soleil. J'ai l'idée vraie du soleil, c'est-à-dire une idée adéquate du soleil, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mettons. Bon, donc je n'ai pas la connaissance mutilée, partielle, qui me vaut de penser que tous les matins le soleil se lève et que tous les soirs le soleil va se coucher et qu'il éteint la lumière. Et pourtant, je n'en continue pas moins de le voir comme tel. Est-ce que ça n'est pas insoluble, ça? Est-ce qu'en somme, puisque aucune connaissance ne viendra régler ma perception, corriger ma perception, est-ce qu'il n'est pas aussi illusoire de considérer qu'une théorie corrige ma perception que de considérer que la connaissance du vrai me dispense du vrai ou du bien pour moi, me dispenserait de mal agir? Non, toute la question sera de savoir dans quelle mesure on pourra donner aux idées adéquates la force nécessaire, aux idées vraies en l'occurrence, la force nécessaire pour contrarier les idées de l'imagination. Mais en ce qui concerne le soleil que nous voyons à une distance beaucoup plus courte que ne l'est sa distance réelle, c'est pour la raison simple que nous l'imaginons en tant qu'il affecte notre corps et non pas en lui-même. Mais vous voyez bien qu'il n'est pas un problème que quotidiennement nous ayons l'impression que le soleil soit à 600 pieds et non pas à des milliards de kilomètres. Mais alors, venons-en à la proposition 17, la 4e partie qui formule avec précision justement le problème qui nous occupe aujourd'hui et qui est précisément le problème de la servitude. Il cite le poète. Le poète en question, c'est Ovide, d'ailleurs. Je vois le meilleur et je l'approuve, et c'est le pire que je fais. Donc voilà le paradoxe. Cela même que l'Ecclésiaste a eu lui aussi dans l'esprit, ajoute Spinoza, quand il a dit « qui augmente la science, augmente la douleur », c'est-à-dire qu'à la douleur de mal agir se double la douleur de mal agir en conscience et en toute connaissance de cause. Alors, comment la connaissance de la cause, la certitude de mal agir, la science de ce qui est bon, véritablement bon, et de ce qui est mauvais pour moi, comment donner à cette science la puissance de s'appliquer au monde et de corriger, entre guillemets, mon comportement? Eh bien, comme vous l'avez dit, la proposition 17 énonce, il faudrait peut-être la lire pour bien comprendre ce qui s'y joue. Allez-y. Un désir qui naît de la vraie connaissance du bien et du mal, en tant qu'elle a trait à des choses contingentes, est encore beaucoup plus facile à contrarier qu'un désir pour les choses qui sont présentes. Eh bien, l'importance de cette proposition tient précisément au fait qu'une connaissance certaine, dans la mesure où elle envisage l'essence des choses, leur essence éternelle,
implique que nous considérons cette chose comme présente. Et c'est la raison pour laquelle une idée adéquate est beaucoup plus puissante qu'une idée inadéquate, puisque que la chose soit en l'occurrence absente ou non, dans la mesure où nous la concevons comme nécessaire, nous la concevons en même temps comme présente. Et de ce point de vue-là, elle est plus forte qu'une idée inadéquate, dans la mesure où celle-ci ne peut pas être considérée comme nécessaire. Redites ça. Il suffirait de relire la proposition, à savoir qu'une idée, en tant qu'elle est adéquate, envisage la chose nécessairement, en tant qu'elle est nécessaire, et de ce point de vue-là, comme si elle était présente. Et une chose envisagée comme présente produit une idée plus forte, un affect plus fort que l'idée d'une chose qui est absente ou contingente ou même possible. Quand un paquet de cigarettes représente la coupe transversale d'un poumon tout noir, d'un poumon charbonneux, est-ce que cette démarche publicitaire fait appel à l'imagination ou à la connaissance ? Parce qu'elle renseigne sur des conséquences. Et en même temps... Elle renseigne, mais elle ne fait peut-être pas voir la cause qui produit ce poumon. Elle superpose deux images, celle de la cigarette et celle d'un poumon noir, mais ne fait pas connaître la cause qui permet de produire l'effet du poumon noir. Ah, si, quand même, on l'imagine. On imagine bien que fumer produit des poumons noirs. C'est bien pour ça qu'on voit cette image sur les paquets de cigarettes. On l'imagine, de sorte que ça n'est pas progressé dans la connaissance que d'avoir sous les yeux ce que par ailleurs on sait pertinemment, qui est le fait que fumer est mauvais. Eh bien non, et d'ailleurs, ce type de campagne publicitaire, par exemple, est un exemple paradigmatique d'une vie asservie, dans la mesure où elle nous fait agir par la crainte d'un mal et non par le désir d'un bien. Mais alors, on pourrait le regarder autrement également et considérer qu'une telle campagne, par exemple, spécule sur la possibilité pour l'homme. Mettons que celui qui met des coupes de poumons noirs sur un paquet de cigarettes ait voulu bien faire. Alors, effectivement, faire peur, mais également renseigner ou informer les individus. Après tout, il y a eu une infinité de procès de mauvaise foi où les plaignants accusaient Philip Morris de leur avoir donné le cancer, comme s'ils ne savaient pas qu'en fumant, ils n'avaient pas été assez informés sur les dangers ou sur les méfaits de la tabagie. C'est difficilement crédible, mais bon. Après tout, pourquoi pas ? Imaginons que celui qui met la coupe transversale d'un poumon noir sur un paquet de cigarettes le fasse non seulement pour faire peur, mais également pour informer les gens. Est-ce qu'il ne spécule pas sur la possibilité pour l'homme d'agir en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, et donc de réformer ses comportements à la lumière de ce qu'il comprend, un peu comme chez Socrate, nul n'est méchant volontairement. Oui, mais je ne vois pas. Alors, il faudrait m'expliquer dans quelle mesure l'image d'un poumon noir est capable de produire une connaissance adéquate du processus corporel qui est celui du passage de la fumée dans les poumons. On peut imaginer que, alors précisément, mais c'est déjà progressé dans la connaissance. On peut imaginer que la concomitance des deux images, ou du geste, ou la présence de cette photo sur un paquet de cigarettes, nous induit à envisager un rapport causal entre les deux, et à peut-être chercher de ce côté-là. Oui, tout à fait. Mais je reviens sur ce que je disais. Mais alors, vous voyez bien, on est dans le cadre de la proposition 63 de l'éthique, de la 4e partie, savoir qui est mené par la crainte et fait le bien pour éviter le mal, n'est pas mené par la raison. Vous voyez. Or, l'idée d'un poumon noir ne peut servir à rien d'autre qu'à faire craindre aux gens la possibilité qu'ils deviennent tels, et donc les faire agir non par désir d'un bien, raisonnablement, mais par la crainte d'un mal. Et c'est exactement l'attitude des superstitieux. Alors, c'est l'attitude des superstitieux, c'est également ce que Spinoza souhaite à l'échelle d'une société. Dans le traité théologico-politique, il explique qu'il vaut mieux, puisque les hommes sont condamnés à pécher, dit-il, il emploie même ce mot, de pécher, il emploie le vocabulaire théologique ici, puisque les hommes sont condamnés à pécher, il vaut mieux qu'ils pêchent de cette manière, c'est-à-dire selon la crainte ou l'espoir. En gros, il vaut mieux les faire marcher avec la carotte ou le bâton, parce qu'il est illusoire de penser que tous les individus marcheront un jour selon les lois de la raison. Oui, tout à fait. Mais alors, la référence que vous faites au traité théologico-politique est d'autant plus intéressante qu'on a affaire peut-être à deux démarches, non pas divergentes, mais en tout cas décalées entre le traité théologico-politique et l'éthique, dans la mesure où le traité théologico-politique envisage un salut par l'obéissance dans le cadre de la société, des rapports sociaux de l'État ou de la République, tandis que l'éthique envisage un salut par la connaissance et non pas par l'obéissance. C'est dire que personne n'est moins révolutionnaire que Spinoza ?
Personne n'est moins révolutionnaire que Spinoza, je n'irai pas jusque-là. Lui-même qui s'est Non, il est très subversif. représenté en révolutionnaire napolitain. Oui, non, bien sûr, mais il est très subversif, mais il n'est pas révolutionnaire au sens où il ne peut pas être le penseur d'un projet collectif de réforme de la société. Je crois en cela, il est peut-être plus pragmatique qu'autre chose, à savoir que, comme on le disait tout à l'heure, les hommes ne naissent pas libres, et il n'est certainement pas possible que tous les hommes soient absolument libres, c'est-à-dire conduits par la raison. Et de ce point de vue-là, il est important, c'est-à-dire il est important de se confronter à la réalité même des choses, à savoir que les hommes seront toujours, dans un certain degré, dans une certaine mesure, passifs, et de comprendre quels sont les mécanismes sociaux susceptibles de contrecarrer les conflits surgissant de ces passions. Alors, est-ce que Spinoza n'est pas également celui qui nous permet de penser le mystère selon lequel, en dépit du fait que la raison nous indique clairement le contraire, les hommes continuent de penser, par exemple, qu'un homme a marché sur l'eau. Ce mystère qui vaut à la superstition d'être imperméable aux objections que lui fait la raison. Est-ce que ce qu'il dit de la servitude ne permet pas de comprendre l'impossibilité pour la raison d'avoir une prise sur ce qu'il appelle la superstition, c'est-à-dire la croyance au miracle, à tout ce qui déroge à l'ordre de la nature, le fait par exemple que c'est en vain qu'on peut expliquer à un prêtre que la religion catholique relève du ressentiment, que c'est en vain qu'on expliquerait à un homme qui souffre du complexe d'Oedipe qu'il a envie de tuer son père ou bien de coucher avec sa mère. C'est en vain qu'on expliquerait à un grand patron que le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, dans la mesure peut-être où ils le savent déjà et où surtout le fait qu'ils le sachent ne change rien à leur comportement puisqu'on est là dans deux registres de l'activité humaine. Est-ce que Spinoza ne permet pas de penser cette impuissance de la raison sur nos passions justement ? Je n'irai pas jusque-là. L'impuissance de la raison sur nos passions irait contre le projet même d'une éthique, à savoir qu'il y a des remèdes à ces affects passifs. Et le remède principal, c'est la puissance de l'esprit et de la raison sur ces affects. En revanche, et vous avez raison de le souligner, comment se fait-il que ça ne marche pas ? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas, par la raison, convaincre qu'un homme n'a jamais marché sur l'eau ? On peut, mais vous ne convaincrez jamais l'ensemble de la société de ces choses-là. Et c'est-à-dire que vous ne convaincrez pas l'ensemble de la société de se débarrasser de toutes ces idées issues de l'imagination, et la société entière ne sera elle-même jamais absolument libre. Pourquoi ? Précisément parce que, d'abord, il n'est jamais possible, dans la mesure où, comme l'énonce l'axiome, le seul axiome de la quatrième partie, il n'est jamais possible que nous soyons purement actifs, autrement dit, que nous ne pâtissions pas dans une certaine mesure. Et cette mesure, c'est la mesure dans laquelle nous sommes une partie de la nature, et donc il y a des causes extérieures qui nous surpassent, et dont nous ne pourrons jamais nous soustraire, auxquelles nous ne pourrons jamais nous soustraire. C'est pour cette raison, à savoir que nous ne sommes jamais complètement actifs, et nous ne le serons jamais, de la même manière que, comme nous l'avons dit plus tôt, nous ne sommes jamais purement passifs. C'est pour cette raison qu'il n'est pas envisageable de convaincre la Terre entière de devenir raisonnable, en tout cas qu'elle le devienne. Mais sans aller jusqu'à la Terre entière, un individu. Si vous avez un interlocuteur qui a la foi, qui vous dit, pour moi, Jésus a marché sur l'eau, Jésus a ressuscité les morts, vous lui dites non, en vertu des lois de la nature, de telles prouesses sont impossibles. Et il vous répond, j'y crois quand même. Comment expliquer, en termes spinozistes, cette persistance de la croyance ? Malgré précisément l'idée adéquate qu'on peut avoir des lois de la nature, des phénomènes qui rendent telle chose possible et telle chose impossible. S'il y croit quand même, il ne peut pas avoir une idée adéquate de la chose, puisque... Pas lui, vous. Ah oui. Oui. Mais alors à ce moment-là... Comment se fait-il que ça ne soit pas transmissible, ça ? Eh bien, je crois que le fait qu'il y ait des lecteurs de l'éthique et des hommes qui deviennent progressivement libres est la preuve même que cette chose-là est possible. Qu'il y ait des philosophes, qu'il y ait des personnes comme Spinoza, sont la preuve même que d'une manière ou d'une autre, il est possible de s'arracher aux passions et de devenir progressivement libre. Qu'entend-il quand il dit qu'un désir de la raison ne peut jamais être excessif ? On est dans la proposition 61 de la quatrième partie. Un désir qui naît de la raison ne peut être excessif. On ne peut jamais être dans l'excès quand un désir naît de la raison. D'abord, dans quelle mesure un désir peut-il naître de la raison ? Et dans quelle mesure ce désir-là ne peut-il jamais être excessif ?
Effectivement, vous avez raison de partir du problème, de savoir dans quelle mesure un désir peut naître de la raison. Et je crois qu'une des grandes originalités de la quatrième partie de l'éthique, et de Spinoza en général, tient à ce qu'il cherche à réconcilier de manière profonde et intégrale l'affectivité et la rationalité. Disons que le début de la quatrième partie cherche à montrer dans quelle mesure la liberté et la libération progressive s'enracinent déjà elles-mêmes dans la spontanéité de la vie, qui est celle du désir, du conatus, et donc que la rationalité n'exige pas, la raison n'exige pas du tout de l'homme qu'il renonce à ses désirs, mais bien plutôt qu'il les détourne et qu'il les fasse porter sur des objets qui sont utiles pour lui. Est-ce qu'on peut dire que, alors j'en viens à ce dont on parlait tout à l'heure, Igor Kortolitsa, est-ce qu'on peut dire que chez Spinoza, comme pour chez Platon, comme pour Platon, nul n'est méchant volontairement. Nous n'agissons mal quand en ignorance de cause. Est-ce qu'on peut dire qu'en somme Spinoza reprend cette idée platonicienne, mais il lui donne un contenu nouveau? Oui, en quelque sorte. On peut dire qu'il lui donne un contenu nouveau dans la mesure où il donne un statut complètement nouveau à la volonté elle-même, c'est-à-dire... Il n'y a plus de volonté en somme. Dans la mesure où il n'y a plus de volonté, exactement. Mais alors par quoi la remplace-t-il? Par le désir? Comment quelle différence faire entre Socrate qui dit « Nul n'est méchant volontairement, si j'agis mal, c'est que je ne sais pas que j'agis mal, si je savais que j'agis mal, je ne le ferais pas », et Spinoza qui lui-même reprend cette idée que par la connaissance, on peut surmonter la servitude et la soumission à nos affects. La différence se situe dans le projet général que cherche à instituer Spinoza, à savoir que il s'agit principalement de comprendre dans quelle mesure l'homme est capable de se détourner spontanément des biens qu'il recherche, mais qui sont des biens futiles, des biens vains, des biens qui ne sont pas stables, qui ne provoquent pas une jouissance stable, et se tourner de manière progressive vers des biens qui sont, eux, l'objet d'une joie stable et continue. Et c'est par exemple, c'était déjà l'objet du prologue du traité de la réforme de l'entendement, où Spinoza montrait dans la description continue de l'institution d'une vie nouvelle, celle du narrateur, que la déception qui suivait la recherche des trois biens, à savoir les plaisirs, les honneurs et la richesse, la déception qui suivait de la recherche de ces trois biens, à savoir que les honneurs, on n'en a jamais assez et on n'est jamais sûr de les avoir, de même pour les plaisirs et de même pour la richesse, la déception qui en suivait nous tournait déjà, dans le mouvement même de notre désir, vers d'autres biens que nous souhaiterions acquérir et pour pouvoir en profiter pleinement et continuellement. Mais dans le passage auquel vous faites référence au début du traité de la réforme de l'entendement, le texte inachevé de Spinoza, génial traité de la réforme de l'entendement, Spinoza dit ceci, l'amour qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini nourrit notre âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse, et c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts. Bon, très bien. Mais, il ajoute un peu plus loin, bien que j'eusse une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant bannir complètement de mon cœur l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire. Donc, Spinoza dit bien que j'ai beau me représenter un souverain bien, c'est-à-dire un bien dont l'obtention n'épuiserait pas mon désir, en somme, un bien que je continuerai à désirer quoique je le possède. Un souverain bien, quelque chose de véritablement bon pour moi, j'ai beau me représenter tout ça, il n'en reste pas moins que sur le chemin de la vie, je n'ai rien contre. Alors, bizarrement, d'ailleurs, ce n'était pas son cas, puisque lui-même a renoncé à l'or, à la gloire et au plaisir. Mais sur le chemin de la vie, je n'ai rien contre l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire. Et bien, de ce point de vue-là, il y a des passages assez explicites sur la question. De ce point de vue-là, il n'est jamais question pour Spinoza de renoncer à l'ensemble des plaisirs. Et de la même manière que il s'agit de chercher des plaisirs qui ne soient pas excessifs, il s'agit de chercher par exemple l'ensemble des biens qui nous sont utiles et qui sont susceptibles de régénérer notre corps, de lui permettre de persévérer dans son être. Et ces biens correspondent tout aussi bien
à des plaisirs tels le plaisir de la musique, mais aussi au plaisir des femmes, au plaisir de la richesse, dans la mesure et dans la stricte mesure où ils ne sont pas excessifs. C'est-à-dire dans la mesure où nous n'en sommes pas les esclaves. Oui, et nous en sommes les esclaves à partir du moment où ils déstabilisent, ils déséquilibrent l'organisation corporelle. Et c'est toute la différence fondamentale que fait Spinoza dans la quatrième partie de l'éthique, dans la manière dont il la réutilise entre l'allégresse et le chatouillement. Le chatouillement étant un type d'affect qui excite une partie de mon corps au détriment des autres et donc déséquilibre l'ensemble de l'organisation de l'individu, tandis que l'allégresse stimule et augmente la puissance d'agir de l'ensemble des parties qui composent mon corps et donc la font passer de manière globale à une puissance d'agir supérieure. Je ne suis pour rien, chers auditeurs, dans le choix de cette musique, l'ouverture de Siegfried. Non, pardon, c'est le prélude de l'acte 3 de Wagner. C'est vous dire à quel point j'aime Wagner. C'est une idée de François Connac, qui, cela dit, comme toutes les idées qu'il a, est excellente. Igor Kortolitsa est avec nous pour parler de la quatrième partie de l'éthique. On arrive presque au terme de cette émission, et il y a 2 points que je voudrais évoquer, parce qu'ils sont extrêmement importants et complexes. Le premier, c'est la proposition 67 de la quatrième partie. L'homme libre, dit Spinoza, ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. On se dit à cet instant que Spinoza a lu Montaigne, lequel avait écrit dans les essais que qui a appris à mourir a désappris à servir. Et le deuxième point, c'est la proposition 68. Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal, aussi longtemps qu'ils seraient libres. Donc venons-en, pour clore cette émission avec vous, à ces deux effets de la liberté, ces 2 vertus de la liberté. 1, quand on est libre, on ne pense jamais à la mort. 2, on invente, on ne conçoit ni de bien ni de mal. Alors pour la proposition 67, à savoir que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, on trouve déjà... Parce qu'on a dit à la suite de ça que Spinoza était un penseur frivole. En gros, il ne voulait pas penser à la mort parce que ça lui faisait de la peine. Oui, à tort, et d'ailleurs il serait possible de réinsérer Spinoza dans une tradition épicurienne, à savoir le refus justement de penser à la mort. Pourquoi l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort? Tout simplement parce que l'homme libre est un homme actif, à savoir qui persévère dans son être, qui agit, et qui, de ce point de vue-là, n'est que joyeux. Et étant joyeux, il n'a aucune raison de penser à ce qui est mal, à ce qui pourrait détruire son organisation corporelle, puisque rien ne détruit son organisation corporelle, il est actif, sa puissance d'agir est optimale, et de ce point de vue-là, ce n'est même pas qu'il se détourne de la pensée de la mort. Et c'est ça qui est important dans l'énoncé de la proposition 67. Ce n'est non pas que l'homme libre se détourne de la pensée de la mort, mais c'est que, étant libre, il ne pense qu'à la vie. Alors précisément, on retrouve d'ailleurs la différence que vous faisiez entre le chatouillement et l'allégresse. Celui qui ne pense pas à la mort, ça n'est pas celui qui se divertit. Ça n'est pas celui qui passe son temps à essayer de penser à autre chose. Celui-là, au contraire de l'homme libre, est celui qui est tout entier soumis à l'idée de la mort, puisqu'il passe son temps à essayer d'éviter cette idée qu'il a constamment sous les yeux. Donc, quand il dit « ne pense à rien moins qu'à la mort », c'est le contraire précisément de celui qui veut penser à autre chose qu'à la mort. Tout à fait, la mort étant, comme vous l'avez dit, en quelque sorte l'horizon général de n'importe quelle tristesse. Et donc le secret du divertissement. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, bien que le divertissement ne soit pas une notion strictement spinozienne, on voit bien dans quelle mesure Spinoza entre en dialogue. On peut faire entrer Spinoza en dialogue avec Pascal, justement, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un divertissement qui se comprendrait comme une illusion, mais ici, d'un divertissement qui serait, comme vous l'avez dit, le chatouillement, à savoir une désorganisation de l'équilibre corporel et, du même coup, mental. Et alors, dans quelle mesure la liberté a-t-elle pour effet ou pour vertu de nous empêcher, entre guillemets, de produire l'idée de bien ou l'idée de mal?
C'est une question cruciale pour Spinoza, décisive au point que elle constitue une proposition phare du traité théologico-politique, à savoir que si les hommes naissaient libres, et on voit bien, ou en tout cas il est important de souligner que ceci n'est pas optatif, mais un si qui est conditionnel, ou en tout cas un si imaginaire, puisque les hommes ne naîtront jamais libres et ne sont jamais nés libres. C'est-à-dire que les hommes ne naîtront jamais avec la conscience des causes qui les font agir. Les hommes naîtront avec le sentiment d'être les premiers. Tout à fait. D'autant plus que chez Spinoza, la figure de l'enfant représente par excellence la figure de l'homme asservi aux causes extérieures, c'est-à-dire soumis à l'autorité de la fortune. Il parle de l'enfant, il parle de l'ivrogne, il parle de tous ceux qui croient agir librement, alors qu'en fait, ils sont agis et qu'ils le sont d'autant plus parce qu'ils pensent agir librement. Mais alors, pourquoi cette fabrication du bien et du mal comme un témoignage de la servitude ? Dans quelle mesure est-ce que l'invention du bien et du mal témoigne de notre servitude, ou peut-être d'un désir de servitude volontaire ? Elle témoigne de notre servitude dans la mesure même où il n'existe pas, comme nous l'avions dit, de bien et de mal en soi, mais que bien et mal sont la conscience que nous avons des joies et des tristesses qui accompagnent nos affects. Et joie et tristesse ne sont possibles qu'à partir du moment où nous sommes agis par des causes extérieures qui ne relèvent pas de notre nature propre. Et c'est précisément pour ces raisons, parce que des causes extérieures nous agissent, que nous avons conscience, étant joyeux, d'un bien et étant triste, d'un mal. Mais si nous naissions libres, purement libres, absolument actifs, si nous naissions et nous conduisions sous la conduite de la raison, nous n'aurions aucune cause, il n'y aurait aucune cause qui nous ferait concevoir quelque chose comme un bien, ni quelque chose comme un mal, puisque nous serions constamment joyeux. On est ici au cœur du paradoxe de la liberté chez Spinoza. On gagne en liberté à mesure qu'on découvre ce qui nous fait agir. On s'affranchit de ce qui nous fait agir, plus on se sait agi, moins on est agi, plus on croit être seul à agir, plus on est au contraire soumis aux causes extérieures. Oui, pourvu qu'on ajoute à cette idée qu'en sachant, nous ne sommes plus seulement agis, nous sommes co-agis, à savoir, sachant la nature de la cause qui nous fait être telle, qui nous agit de l'extérieur, nous devenons nous-mêmes cause adéquate de cette action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est là, effectivement, comme vous dites, nous sommes au cœur de la proposition et de l'enjeu éthique de Spinoza, à savoir que, ayant la connaissance de la cause qui nous fait agir, nous sommes dans un rapport de correspondance et d'accord, de convenance, comme dit Spinoza, entre la cause qui nous fait agir et notre nature nous-mêmes. De ce point de vue-là, dit Spinoza, il n'est pas besoin d'expliquer ce qui nous fait être par une cause extérieure, puisque cette cause étant de même nature que la nôtre, nous pouvons expliquer ce qui se produit en nous par nous-mêmes, et donc c'est dans ce sens-là que nous ne sommes plus contraints, mais nous sommes libres. Un grand merci, Igor Kortolitsa, de vous être frotté à cette quatrième partie de l'éthique pour les besoins de la cause, c'est-à-dire pour les besoins des nouveaux chemins de la connaissance et de cette invitation que les nouveaux chemins de la connaissance vous font, chers auditeurs, de parcourir l'éthique, de vous y promener, de le lire, de le relire, de l'emporter, de l'emmener en vacances, de le garder avec vous, de le mettre dans votre poche. D'ailleurs, vous le trouvez en format de poche aux éditions du Seuil, dans une édition bilingue, assortie de l'excellente traduction de Bernard Potra. Igor Kortolitsa, vous travaillez par ailleurs sur la philosophie politique de Gilles Deleuze. Vous êtes doctorant, comme tous nos invités, d'ailleurs aujourd'hui, à l'exception de Pierre Macheret, qui vous succède demain, qui a fini depuis peu son propre doctorat. Vous travaillez donc sur la philosophie politique de Gilles Deleuze. On est impatient de vous lire à ce sujet. Demain, donc, dans les nouveaux chemins de la connaissance, je recevrai Pierre Macheret, qui viendra vous parler de la 5e partie de l'éthique. Pierre Macheret, dont l'introduction à la lecture de l'éthique de Spinoza, partie par partie aux presses universitaires de France, est en soi une œuvre majeure.
Vous pouvez podcaster ces émissions toute la semaine, chers auditeurs, sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. À la technique aujourd'hui, Sébastien Labarre et non pas de Labarre, qu'il me pardonne l'erreur que j'ai faite hier. À la réalisation, François Connac, assistant Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Laetitia Cordonnier, Jennifer Murzo et Tristan Grenassia. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, le libre Albert Jacquard. 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 Le libre Albert